Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous pratiquent leur discipline dédiée au plus haut niveau. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Laetitia Eido. Laetitia est une actrice, artiste et chanteuse française. Après une enfance en Ardèche et des études d'architecture à Grenoble, elle rejoint Paris afin de poursuivre son rêve de devenir comédienne. En 2015, son rôle du docteur Shirin dans la série israélienne Fauda la révèle au monde entier. Au cinéma, elle a tourné avec des réalisateurs aussi variés que Samer Zohabi, Eran Riklis, Yvan Attal ou encore Terrence Malick. Elle est aussi très active à la télévision. On peut la voir actuellement dans la série Liaison sur Apple TV, où elle partage l'affiche notamment avec Vincent Cassel et Eva Green. Parallèlement à sa carrière de comédienne, Laetitia enregistre comme chanteuse le titre Atlantida en compagnie du duo de DJ Bart et Baker. Le titre, dont elle réalise par ailleurs le clip vidéo, fait partie de la sélection Greatest Hits du Bouddha Bar en 2019. Femme engagée, elle participe en 2022 au lancement du livre Women d'Emmanuel Choucy, dont les profits sont destinés à la Ligue contre le cancer. Elle est titulaire d'un diplôme d'études fondamentales en architecture de la faculté de Grenoble et d'un master en écriture théâtrale et scénographie à la Sorbonne Nouvelle. Vous pouvez la trouver sur Instagram, @LaetitiaEido, ou sur Twitter, @LaetitiaEido. Laetitia, bienvenue chez Les Créateurs. Merci, bonjour. Bonjour. Je voulais commencer avec une citation de Sanford Meisner, le grand professeur de théâtre. Si je vous dis « The foundation of acting is the reality of doing », la base de l'art dramatique réside dans la réalité de l'action, à quoi cela vous fait penser ? Ça commence fort déjà. Ça commence... alors, ça me fait penser tout simplement au fait que quand on joue la comédie, soit on fabrique, soit on est dans le moment. Et que pour moi, être dans le moment présent, c'est la réalité en fait du jeu. Donc c'est ça pour moi. Le doing dont il parle, c'est pas le faire comme nous on l'entend avec le fait de fabriquer le jeu. Au contraire, c'est de se laisser faire. Donc pour moi, ça m'évoque le grand sujet de la vie en fait. Comment laisser faire les choses avec confiance. Et c'est quelque chose que vous avez travaillé avec les professeurs que vous avez eus pour la technique de Meisner, par exemple Scott Williams qui avait étudié directement avec Meisner. Mm-hmm. Et justement, Scott Williams a-t-il changé des choses par rapport à la technique originale ? Très peu. Très peu. Le but, c'est pas de... Enfin, chaque professeur a sa manière en fait de faire, hein, mais moi, au bout de 3/4 d'heure de la première fois où j'étais en cours avec lui, je me suis dit, ils sont tous tarés. C'est des dingues. Ils ont un problème. Et au bout de 1h30, donc il m'a fallu un petit peu de temps, j'ai refermé mon carnet comme ça et je me suis dit, j'ai compris, j'ai tout compris. Et je suis allée le voir et j'ai tout compris de ce qu'ils étaient en train de faire. Je me suis dit, non, ils sont pas du tout fous. Je suis allée le voir et je lui ai dit, mais en fait, si on devient un meilleur acteur avec cette technique-là, on devient aussi un meilleur humain. C'est génial. Et il m'a dit, attention, je suis professeur de théâtre. Sauf que 3 ans plus tard, il m'a dit que j'avais raison. Il pouvait juste pas se permettre de me le dire. Mais c'est une technique qui est tellement sur l'exigence d'être dans la vérité du moment. Si on est vrai avec soi-même, à un moment, à force d'être dans cette vérité-là, on devient aussi soi-même un meilleur humain, ou en tout cas, on se connaît mieux. Et ce qui est quand même un peu le but de la vie, parfois aussi. Donc voilà, ça c'est ça que lui m'a dit et qui m'a marqué. Il m'a transmis cette idée-là, quoi. Et que vous n'aviez pas trouvé dans les autres écoles de théâtre. Mon Dieu. Pas du tout, mais même c'était un enfer. Moi, j'ai fait 6 écoles de théâtre. C'était la 6e, celle-ci. Et les 5 autres avaient leur qualité parce qu'elles m'ont appris à articuler, à me tenir sur scène, à projeter la voix, pas de problème. Hein. Mais j'étais malheureuse comme la pierre parce que tout simplement, on me demandait de fabriquer un personnage en 50 ou 100 questions du personnage, savoir quelle était sa plus grosse faille, son plus gros bonheur, son plus gros machin. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait à part être dans son cerveau ? Ça, c'est le travail du scénariste. C'est pas le travail de l'acteur. L'acteur, il a tout en lui, il n'a pas besoin de ça. L'acteur, il a juste à laisser vibrer ce qui est en lui, avoir l'humilité de se dire qu'on n'est qu'un canal et qu'on laisse passer. Mais en fait, c'est pas de l'humilité, c'est de l'humilité, mais c'est en fait la plus grande chose qui soit.
de se mettre de côté et de se dire je vais laisser mon corps être au service de cette émotion-là, et c'est comme ça qu'elle va toucher les gens. Alors que C'est le plus difficile aussi peut-être. C'est le plus difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce métier, c'est qu'en fait, je me suis dit, là au moins, j'en ai pour toute la vie, quoi. Là, pour réussir à parfaire l'exercice, voilà. Alors je voulais revenir un peu sur votre enfance en Ardèche. Ça fait toujours rire les gens. Mais oui, je suis ardéchoise. Voilà. Quel type d'enfant, quel type d'adolescente étiez-vous? Est-ce que vous étiez plutôt réservée, extravertie? Alors, j'ai été une enfant très heureuse et très extravertie très tôt. Et pour faire simple, une enfant qui s'est fait très vite éteindre par beaucoup de jalousie, que je ne comprenais pas et que j'ai fini par analyser des années plus tard. Mais ça m'a quand même menée à quitter l'école, faire une dépression enfantine et à faire des maladies pour ne pas retourner à l'école quand même. Donc beaucoup de violence dans mon parcours qui venait juste tout simplement de la même chose tout le temps. C'était tout le temps une jalousie, ça partait tout le temps en général d'une fille. Et de gens qui en fait ne voulaient pas du mal. Ils ne voulaient pas être méchants, c'était des gens qui en fait, voulaient quelque chose que je n'arrivais pas à leur donner. Moi, j'étais juste heureuse. Je faisais des concours tout le temps. J'adorais faire des concours artistiques. J'adorais les gagner. J'ai gagné des concours pour ma classe entière, des choses. Je faisais gagner des lots de dessin, par exemple, par Canson, des choses comme ça. Et puis, au lieu d'avoir des bons retours, j'avais en retour de la jalousie, voilà, des choses. Les professeurs ne croyaient pas que c'est moi qui avais fait les choses. Donc, au bout d'un moment, quand c'est comme ça, je me suis juste éteinte complètement. Mais pendant 15 ans, je me suis arrêtée de vivre. Ça a été très, très, très long de revenir à... Donc, adolescente... Ça doit être dur de ne pas devenir aigrie après ça. En fait, quand j'ai compris pourquoi cette joie et cette lumière, finalement, pouvaient irriter les autres, parce que moi aussi, j'ai dû être bourreau de quelqu'un d'autre sans m'en rendre compte, à un moment, forcément. Peut-être que moi aussi, j'ai eu envie d'attraper la lumière de quelqu'un d'autre. Et donc, quand j'ai compris que ça venait pas d'une mauvaise intention finalement. En fait, au fond, ça vient presque ils ont presque envie de on a envie de se rapprocher de cette lumière-là. C'est des enfants, on est tous, c'est des failles, quoi. Voilà. Donc j'ai complètement pardonné ça, mais ça m'a bien mis 20 ans. Et aujourd'hui, je reviens à ce que j'étais maintenant. C'est chouette. Donc malgré ça, vous décidez quand même de faire des études d'architecture. Est-ce que vous avez beaucoup hésité avant de vous inscrire? Est-ce que vous aviez d'autres idées en tête? Oui, tout à fait. En fait, je pense justement que l'architecture, c'était la voie de la raison de la petite fille qui a été écrasée, quoi. Parce qu'à la base, je ne suis pas faite pour... moi, je voulais... D'ailleurs, j'ai été reçue aux Beaux-Arts et j'ai jamais été aussi fortement moi-même, si pleinement moi-même que quand j'ai créé mon dossier d'entrée aux Beaux-Arts, où j'ai créé, en une nuit, j'ai créé une musique que j'ai enregistrée, sur laquelle j'ai mis des paroles. J'avais déjà pas mal de dossiers, j'étais inscrite en dessin, tout ça. Et d'un coup, j'ai créé un superbe dossier, et cette école, c'était les Beaux-Arts de Grenoble, nous ont rappelé pendant l'année en disant « mais il faut qu'elle vienne ». Et en fait, j'ai écrasé ce truc-là en me disant « non, c'est pas assez sérieux, on va se moquer de moi ». J'en pouvais plus, en fait, qu'on se moque de moi. Donc j'ai fait quelque chose de sérieux. J'ai fait architecture pour faire plaisir à tout le monde. Et c'est structuré, l'architecture. Voilà, mais au bout d'un mois, j'étais malheureuse comme les pierres. Parce que ça n'allait pas du tout. C'est parce que moi, j'aimais l'idée de l'architecture pour l'idée d'offrir un habitat social aux humains en cohérence avec ce qu'ils sont, en fait. Moi, c'est la sociologie qui m'intéressait le plus en architecture, évidemment. C'était pas la résistance des matériaux qui m'a beaucoup fait souffrir. Mais j'ai vu que le manque de moyens dans les projets n'allait pas me rendre heureuse. J'allais finir par tracer des plans sur des trucs. Voilà. Et du coup, vous avez un peu par chance assisté à un cours de théâtre. Et est-ce que vous vous rappelez le moment, votre monologue intérieur, un peu au moment de quitter Grenoble et de venir tenter votre chance pour commencer les écoles de théâtre à Paris? Ça a été assez précis. En fait, ça s'est passé, c'était pas un cours de théâtre, c'est que je me suis inscrite dans une compagnie de théâtre, non pas pour faire du théâtre, parce que j'avais jamais vu une pièce de théâtre de ma vie, ce qui peut paraître complètement dingue. J'avais fait tous les autres arts possibles, de la guitare, du solfège, de ce qu'on veut, de la peinture, bref. Mais pas de théâtre. C'est pas du tout ma culture. Et donc, je sais plus quel âge j'avais, en école d'archi, je m'inscris pour écrire
Parce que moi, c'est les mots, j'ai toujours écrit depuis toute petite, les concours de nouvelles, les concours de... Voilà. Et en voyant, en fait, en apprenant à écrire du théâtre, la professeure m'a dit, d'ailleurs j'ai appris hier qu'on disait la professeuse autrefois, et que ce mot existait, n'est-ce pas? Encore un mot qu'on a effacé. Comme chanteuse, ça choque personne, chanteuse. Donc la professeuse de théâtre m'a dit, tu dois être sur scène. Et j'ai pas du tout aimé qu'elle me dise ce que je devais faire. Sauf qu'après, ça m'est revenu dans la même année. Une amie m'a proposé de prendre sa place au Conservatoire de Grenoble, ce que j'ai fait. Et là, le monologue intérieur, ça a été OK. Donc, je passe mes nuits à construire des maquettes en balsa. Donc, c'est une espèce de papier avec de la mousse, en bref. Et vraiment, on y passe des nuits. C'est dur. Architecture, c'est dur. C'est vraiment une... Bon, voilà, c'est aussi un sacerdoce différent. Alors que je pourrais dire des mots et être payée pour ça. Bon, ça prend du temps. Je n'avais pas vu que ça prendrait 10 ans. Mais d'un coup, l'envie des mots m'a fait m'envoler complètement. Et au lieu de... Je voyais ces jeunes élèves qui étaient là depuis parfois 2 ans, à essayer de passer tous les concours nationaux, qui étaient à Grenoble et qui, du coup, ne faisaient pas ce qu'ils voulaient faire. Je me suis dit, moi, il n'y a pas moyen que je reste ici. Dans 6 mois, je suis à Paris. J'ai demandé mon transfert en école d'architecture à Paris, histoire de faire une transition. Et je me suis envolée. Voilà. D'accord, donc vous avez complété le diplôme d'architecture finalement pour être assez sérieuse à Paris. Histoire de, mais j'ai surtout fait un court-métrage. Ah oui. Car l'école d'architecture et les écoles en France d'architecture sont extrêmement larges. Et on dit qu'un bon architecte, c'est une blague, hein, mais est un architecte reconverti. Bien reconverti. Et c'est vrai qu'on peut y faire, on peut y réaliser des films, on peut y faire de la photo. J'ai même fait de la capoeira. Enfin bref, Oui. Les écoles d'archi, c'est voilà, c'est très bien. Donc à Paris, parallèlement à vos études de théâtre, vous vous inscrivez aussi à un Master 2 en scénographie et écriture théâtrale, justement. Est-ce que, une fois que vous avez commencé à travailler comme comédienne, cette expérience en architecture et en scénographie vous a servi, par exemple, dans l'art de se placer sur un plateau, un peu d'appréhender l'espace? Alors non. Non, mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est qu'on me disait, on m'a beaucoup dit ça, j'arrivais pas à le comprendre. On me disait, mais t'as un sens de l'espace, mais pas moi en tant que comédienne, mais en tant que scénographe en fait. Et donc j'ai fait de la scénographie, j'ai créé des décors pour Roberto Zucco notamment, que j'ai adoré, de Coltès. Et quand je dessinais, on me disait, mais je savais parce qu'en fait mes parents ont toujours, ma mère est peintre et mon père est médecin et sculpteur. Et guitariste. Mais voilà, bref. Et je suis vraiment née avec ce truc. Enfin, c'est-à-dire que je savais dessiner toute petite. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai aucun mérite pour ça. Le mérite, c'est ensuite de transformer l'essai et d'en faire quelque chose. Mais, et donc, j'avais ce sens de l'espace. Et très vite, j'ai eu envie de transformer l'essai, justement, d'architecture sur les plateaux en faisant de la scénographie de théâtre et de cinéma parce qu'il y a eu un moment où, effectivement, c'était dur. C'était dur, ma vie de jeune comédienne qui ne démarrait pas et qui, en plus, était tombée sur des pervers narcissiques qui m'ont fait arrêter ma carrière. Et donc, en fait, Encore? Ouais, non, mais il faut pas... Quand je dis il faut pas lâcher, c'est que j'en sais quelque chose. Et j'ai redémarré ma carrière après avoir fait de la scénographie et du décor de théâtre, de cinéma, jusqu'à ce que je me sente assez forte pour revenir dans la lumière. Et voilà. Et justement, donc, une des particularités de votre carrière qui démarre et qui continue, c'est de pouvoir jouer dans plusieurs langues, notamment des langues que vous ne maîtrisez pas, que vous ne parlez pas. Par exemple, l'hébreu, l'arabe, le kabyle, le grec ancien et d'autres sûrement. Quel est votre premier souvenir de cinéma en fait? Est-ce que vous regardiez beaucoup de films en langue étrangère? Pas du tout. Pas du tout. En fait, simplement, ma maman est libanaise. Je ne parle pas arabe, hein, parce qu'en fait, on a refusé, mes frères et moi, quand on était petits, on en avait marre du racisme ambiant, en fait. Et on a demandé à ma mère de ne pas nous apprendre l'arabe, parce qu'on a fait notre crise, quoi. Qu'on a bien regretté tous les 3. Parce qu'on s'est dit, c'est vraiment idiot. Sauf que apprendre une langue à 18 ans, quand on s'est réveillé, c'est pas l'apprendre à 8 ans. Et et puis, moi, je fais un blocage, en fait. Je n'arrive pas à apprendre cette langue. Je n'y arrive pas. Ça devait être curieux, alors, de l'apprendre en phonétique. Je l'apprends, voilà. Donc, je l'apprends. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai une familiarité. Mon oreille s'est ouverte dès l'enfance, puisque j'entendais
très très peu, parce que ma mère, elle vit en France, donc on n'a pas de famille libanaise ici. Hein. Donc elle parlait tout le temps français, mais parfois je l'entendais parler avec ses frères, ou voilà, au téléphone. Donc mon oreille s'est ouverte, et puis je vous le disais, j'ai une hyperacousie qui fait que j'entends en fait un spectre beaucoup plus large que la normale, et que les sons ont l'air d'être un petit peu de la musique pour moi. Donc, justement, est-ce que quand vous apprenez une nouvelle langue, ou en tout cas en phonétique pour un nouveau personnage, est-ce que vous appréhendez ça comme une nouvelle chanson? Est-ce que vous voyez ça en termes de notes, de justesse, de hauteur Oui, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis... y a la mémoire, elle peut être auditive, elle peut être visuelle, elle peut être de plein de manières, plein de formes. En tout cas, moi, je me suis entraînée à ce qu'elle soit et visuelle et auditive. Je suis plus visuelle, mais je me suis entraînée à ce qu'elle soit auditive pour que je me souvienne de la phrase comme d'une musique. Donc en fait, je fais enregistrer mes textes par une coach ou un coach qui va me l'enregistrer, ce qu'on appelle un dialogue coach ou un dialect coach, dans toutes les langues. Pardon. Et ensuite, je le passe en boucle, mais quand je vous dis en boucle, c'est que, en fait, de toute façon, je crois qu'on comprend assez vite, pour pas lâcher et pour réussir certaines choses dans ce métier et dans d'autres, il faut que ça devienne sans concession. Il faut y aller, c'est non-stop. Et bien sûr, le secret, c'est de s'allouer des pauses, ce que j'ai découvert très très tard. Mais par contre, quand on veut quelque chose et on veut que ça rentre, on veut que ça s'imprime en nous, il faut qu'il y ait une répétition. Le corps humain a besoin de ça. D'ailleurs, quand on fait une formation, récemment j'ai été formée au Reiki, et comme plein d'autres choses, on dit qu'il faut 21 jours de répétition du traitement, par exemple, pour que le corps intègre. Et c'est la même chose avec tout, en fait, avec comme les langues. Comme une nouvelle habitude aussi qu'on essaie d'intégrer dans sa vie. Exactement. Comme une répétition de texte de théâtre, comme quand on fait au cinéma et qu'on dit qu'on doit savoir le texte dans un sens, puis dans l'autre, les mots dans tous les sens, en se brossant les dents, etc. La répétition est primordiale. Est-ce qu'il y a un rapport pour vous avec ce qu'on peut voir soit dans les synagogues ou les mosquées ou ailleurs, les fidèles qui chantent ou qui disent les prières sans forcément en connaître le sens? Est-ce que il y a un rapport avec le moment justement où vous apprenez ces textes? Alors, c'est parce que votre question me fait partir sur plusieurs choses passionnantes. Allez-y. Vos questions sont super intéressantes. Je ne sais pas si c'est maintenant que je parle du La 432 et du La 440. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est-à-dire que pour moi, je ne sais pas comment répondre à votre question, mais du coup, je vais répondre à ce qu'il y a dans ma tête. Parce que, voilà. Pour moi, en fait, toute l'origine de mon désir de faire ce métier, c'est de faire vibrer les mots. Parce que pour moi, les mots ont un véritable poids, une véritable résonance. C'est pour ça qu'il y a des mantras qui sont sacrés. Enfin, les mantras en général ont une signification. Non, parfois les mantras n'ont pas de signification, mais en tout cas, ils ont été choisis pour leur vibration et ce qu'ils évoquent et ce qu'ils provoquent. Et moi, très très timide par rapport au chant, mais vraiment extrêmement timide, j'ai toujours abordé le chant en voyant mes profs de chant, en leur disant voilà, bonjour, je veux faire du chant sacré, mais j'arrive même pas à sortir un son. J'y arrive bientôt, là. J'approche bref, je vais essayer de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je sens que je suis en train de découvrir, en fait, pourquoi et comment la vibration qu'un comédien amène quand il joue touche ou non les gens, ou comment ça touche les gens. À savoir que justement, je pense que la voix, le son et le son en général a des vertus thérapeutiques. Je pense que j'apprends rien à personne en disant ça, et que j'ai compris il y a quelques années déjà que effectivement nos gammes qui sont en La 440 ne sont plus, donc ils sont accordés le La en 440 Hz et non pas en 432 Hz, qui était aussi la fréquence de la musique baroque, et que les gens venaient écouter cette musique pour être soignés, en fait. Ils écoutaient, ça leur faisait du bien. Et finalement, moi, mon petit rêve secret qui viendrait boucler un petit peu tout ça, ce serait évidemment pas de parler en La 432, mais d'arriver à chanter et à créer mes propres chansons, que je n'ai pas encore osé faire. Pour le moment, j'ai juste travaillé avec des gens à qui j'ai très timidement prêté ma voix, et pas toujours très bien. Bon, je fais ce que je peux, ça s'améliore. J'aimerais travailler sur cette idée-là, de chant et de voix sacrée. Enfin, j'aime beaucoup j'aime
la voix en fait. Mais justement, en écoutant vos différents rôles, j'ai eu l'impression que pour chaque personnage, pour chaque langue, justement, la hauteur, votre timbre change. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ou... Oui. Oui, en fait, là, c'est même pas nous qui décidons. C'est que si on s'adapte vraiment à la langue, de toute façon, la manière dont les voyelles et les consonnes sont prononcées dans une langue ouvre, par exemple, l'italien ouvre beaucoup l'arrière de la bouche, et c'est pour ça que c'est la langue de l'opéra. Enfin, la langue, on est d'accord qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, voilà. Les Américains, c'est très nasal. Nous, on est dans les on aussi. Bon, on est très fermé. Qui c'est qui parle tout petit devant? C'est lesquels qui parlent devant? J'ai oublié. Bref. Et donc, en fait, si on veut prononcer la langue correctement, on est obligé de changer et la forme de notre bouche et la manière dont le son sort, et donc en fait tout simplement la tonalité de notre voix. Ça se fait de manière naturelle, mais c'est passionnant, hein, c'est tout à fait cohérent avec ce que j'aime en fait. Ouais. Et justement, on va parler un peu musique. Donc vous le disiez, vous avez enregistré pour un duo de DJ sur le titre Atlantida. Justement, chanter ces chansons qu'on a écrites, c'est quelque chose d'assez intime et d'intimidant. Est-ce que vous êtes prête à les partager? Est-ce que vous êtes proche de les partager, de les enregistrer? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez encore? Ben là, si les DJ Bart and Baker ne m'avaient pas poussé à le faire, je ne l'aurais jamais fait. Donc je leur dis que c'est mes anges gardiens, parce que même si je ne suis pas satisfaite de certaines choses, il y a des endroits où j'entends qu'il y a des fausses notes, je ne suis pas contente, etc. Il y a des moments où ma voix aussi est fragile, parce que ce jour-là en studio, j'étais fragile et que, à un moment, on n'est pas surhumain, on peut pas, il y a des fois on n'y arrive pas. Mais eux, ils m'ont poussé à le faire quand même. Donc ça, je suis OK de le partager avec le monde, parce que c'est sous leur aile, on va dire. D'avoir écrit... Alors Atlantida, c'est celle dont je suis le plus fière, parce que d'abord, c'est celle sur laquelle j'ai vraiment travaillé, et c'est bizarrement la première que j'ai enregistrée avec eux, mais j'avais beaucoup travaillé parce que je m'étais vraiment mis la pression. Et ma voix est intéressante, je trouve. Enfin, c'est le début, mais c'était il y a déjà 3-4 ans, je crois. Ah oui. 2019. Voilà, il faut que maintenant partager les miennes. Elles sont écrites, elles ne sont pas encore toutes composées. Je suis incapable d'harmoniser une chanson. Je sais juste des fois créer des mélodies. Oui, justement, je me demandais si vous écriviez uniquement les textes ou vous jouez d'un instrument, de la guitare peut-être? Oui, j'ai joué... j'ai fait... Mon papa nous a fait faire 11 ans de guitare classique à coup de 1h30 par jour. Donc à l'époque, je jouais très bien. Maintenant, beaucoup moins. Mais vraiment du classique, par contre. On n'a pas du tout abordé. Alors là, je suis la même composition, le jazz, c'est autre chose. Voilà, en Bob Marley, alors que c'est la base. Mais bon, bref. Mais je peux jouer du Bach, si vous voulez, ou autre chose. Ça peut être intéressant. Oui, voilà. Mais maintenant, il faudrait savoir ce que je fais de tout ça. Et puis, ma carrière d'actrice ne m'a absolument pas laissé le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai dû foncer dans une chose, parce que sinon, je pouvais... J'ai continué le reste, hein. Je fais de la photo, enfin je peux pas m'en empêcher, je fais du dessin, je suis de toute façon comme ça, on m'a toujours reproché ça, et moi, bec et ongle depuis que je suis petite, je dis non, je veux pas lâcher en fait, je veux faire ce que j'aime, quoi. Mais bon, ça a été dur, et la construction d'une carrière a complètement effacé tout le reste, mais je vais peut-être enfin je vais arriver à revenir à ça, puisque là maintenant, enfin, la carrière commence à rouler toute seule. Comme on dit, j'ai longtemps poussé le rocher, maintenant il roule tout seul. Et voilà. Ça va dégager du temps pour d'autres projets? Oui, j'espère. J'ai des collaborations, on m'a promis des collaborations avec des compositeurs de grand talent, que je ne vais pas leur mettre la pression à les nommer, mais du coup, voilà. I'm looking forward to it, comme on dit. Et vous avez d'autres projets au niveau écriture ou peinture, ou ça reste juste... Oui, j'en ai en fait des projets, j'en ai plein. Maintenant, la question c'est, je me dis toujours, tu te tais tant que t'as rien fait en fait. La chanson, là, elles sont écrites, donc je peux commencer à en parler. J'ai des projets d'expo photos, j'ai des projets de dessin, etc. Je vais publier mes premiers dessins dans un magazine très bientôt, parce que je me suis dit, mais en fait, si tu le fais pas, si tu te donnes pas un coup de pied aux fesses, tu vas mourir un jour en fait, et tu ne l'auras pas fait, parce que je peux mourir après-demain ou dans 100 ans. Et je me suis mis la pression en me disant, mais arrête quoi, en fait, publie tes trucs, comme ça tu feras autre chose après. Enfin, il faut... Voilà, faut s'enlever la pression. C'est dur. Ouais, c'est dur. Aujourd'hui, donc votre carrière a bien démarré. Où se trouve la notion de plaisir dans votre métier de comédienne? Est-il toujours le même qu'au début, ou est-ce que ça a changé maintenant que vous travaillez plus?
Alors, la réponse va vous surprendre. La notion de plaisir, elle a existé avant que je commence. Parce que je me faisais une idée de ce que c'était ce métier et que l'amour des mots, j'avais commencé avec des poèmes de Prévert, avec des grands classiques. Et je sais pas, j'étais complètement emballée comme ça par l'idée de ce que c'était. En fait, j'étais dans l'idée de ce à quoi je vais arriver 15 ans après. J'étais dans l'idée de cette vibration sacrée, de tout ça. Donc, en fait, je le savais déjà parce qu'on sait tout. J'espère que c'était pas mieux que... Non, parce que là, ça va être enrichi de tout. Mais c'est-à-dire qu'on a l'instinct, quand on est novice dans quelque chose, on appelle ça des fois la chance du débutant, mais en fait, on sait tout. Et après, on se met des bâtons dans les roues, et mon Dieu que je m'en suis mis, et qu'on m'en a mis, mais c'est normal, puisque à chaque fois, c'était une manière d'apprendre. Et aujourd'hui, je vais doucement toucher à ce que je savais dès le début. Mais pendant toute cette plage de 15 années, j'ai eu très très peu de plaisir, parce que même quand j'avais des... Mais c'est fou à dire, mais c'est parce que je savais qu'au bout, il y avait la pépite. Et même quand j'avais parfois des rôles au théâtre, le stress était tellement important. Une fois, j'ai oublié mon texte en une pleine tragédie grecque de Racine, et j'ai oublié mon texte. Enfin, c'était terrible, j'ai dû sortir. Bref. Donc, mais la notion de plaisir, elle est dans ce qu'on sait qu'on va retrouver au bout du chemin. Et là, pour la première fois de ma vie, et j'étais en 2021, première fois de ma vie, j'ai ce rôle avec Vincent Cassel et Eva Green. Je suis respectée pour le travail que j'ai fait. Je suis considérée, j'ai un rôle intéressant. Parce qu'il y a eu Fauda avant, mais Fauda, pour la série israélienne, c'était quelque chose où j'étais encore dans... Il fallait se battre, c'était un conflit géopolitique hyper important. La pression était extrêmement forte et je l'ai fait avec tout l'amour que j'ai pu pour justement contrer cette peur-là. Mais je peux pas dire que j'étais encore dans le plaisir total parce qu'il fallait que je joue en arabe, une langue que je comprends pas, enfin que je comprends peu. Puis j'ai joué en hébreu après dans autre chose. Et là, en 2021, j'étais, on va dire, assise comme ça dans ce rôle en me disant, je prends du plaisir. C'est incroyable. Je suis sur le plateau, et je suis juste heureuse et je fais mon métier et je goûte à ça enfin. Ça a été long. Et ça vous permet en plus de travailler en anglais et en français, que vous maîtrisez bien. Ouais, beaucoup plus facile. D'ailleurs, maintenant, c'est terminé. J'ai dit à la dernière réalisatrice avec qui j'ai travaillé en septembre-octobre, où je jouais en... Il a fallu qu'elle me l'arrache, ce oui, je voulais pas le faire. Bref, j'ai joué en kurde et en français, et je lui ai dit, c'est la dernière fois. Je n'en peux plus. À moins que Bollywood, ça m'amuse, parce que le hindi n'est pas difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et après, toutes ces langues, c'est pas difficile. Mais voilà, maintenant, ça va être anglais-français, et de temps en temps, une petite phrase par-ci, par-là, mais... Justement, maintenant que vous jouez avec des comédiens, de plus en plus connus, en tout cas, je sais pas s'ils sont meilleurs qu'au début, mais est-ce que c'est plus facile ou plus agréable de travailler avec des comédiens qui ont suivi un peu le même parcours, la même formation que vous, ou une fois que vous êtes sur le plateau, tout disparaît, puis vous êtes dans l'instant? Alors, je ne sais pas si j'ai travaillé ou pas avec des acteurs qui ont été formés en Meisner comme moi. Je sais très clairement quand ils l'ont pas été, mais je ne m'en offusque pas. On a des manières de travailler parfois très différentes, mais peu importe, puisque la chance de cette technique Meisner, c'est que peu importe ce qui est pardon, c'est le pollen. Peu importe ce qu'il y a en face, au niveau, je veux dire, énergie, technique, humanité, générosité aussi, parce que des fois, il y a des acteurs qui jouent tout seuls. Hein, ils nous regardent, mais ils sont pas là. Et c'est pas grave, c'est leur manière de faire. Ils sont en eux. C'est pas du tout ce que j'aime. Mais c'est pas grave, parce que la technique Meisner permet de se connecter à ce qu'il y a en face de nous, et peu importe ce qu'il y a, de vibrer et d'entrer en résonance avec ce qu'il y a en face. Donc c'est génial. Si l'autre il ne regarde pas, il va nous énerver légèrement, on sera plus tendu, ou alors peut-être pas, il va peut-être nous faire rire parce que c'est vraiment bizarre ce qu'il fait. Donc peu importe, on joue avec ce qu'il y a. Voilà, le rien n'existe pas. Voilà aussi. Donc c'est très intéressant. Il faut s'adapter. En fait, ce que je comprends de plus en plus, c'est que la grande force de la vie, pas que des humains, des animaux, des plantes, c'est l'adaptation. Pareil, j'apprends rien à personne. Mais des fois, on se le rappelle et on se dit « Ah oui, en fait, c'est pas grave, je vais m'adapter. Peu importe, comme l'eau. » Et là, je me fais rire toute seule. « Be water, my friend. » C'est ça, hein, oui, c'est ça, exactement. Oui, Bruce Lee. Oui. Je pensais que c'était Mohamed Ali, non? Non, je pense que c'est Bruce Lee. Ouais. D'accord.
Justement, maintenant que votre carrière prend son envol, on va dire, est-ce qu'il vous arrive d'être débordé un peu par les événements? Puisque je pense que vous devez avoir de plus en plus de choix, de plus en plus de propositions. Est-ce que vous avez mis, si c'est le cas, est-ce que vous avez mis en place des techniques, des méthodes pour justement garder un sens, garder le plaisir dans ce que vous faites? C'est drôle que vous me demandiez ça aujourd'hui, mardi, alors que hier, lundi, j'ai complètement modifié ma façon de vivre, en fait. Hier, hein. Ah, C'est drôle. exclusivité. Ouais, parce qu'en fait, j'ai toujours fait en sorte d'être complètement surchargée et débordée par les événements. Mais j'ai fait en sorte de. C'est-à-dire qu'en fait, presque je faisais exprès. Mais je me disais, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à mener de front, que j'avais peu de temps pour mes amis, pour ma vie, en fait, tout simplement. Pour ma vie, c'est-à-dire en dehors du travail, en dehors de mes objectifs. Sauf que j'ai du mal à avoir une vie en dehors, puisque c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Je peux comprendre. Sans compter ce dont on parlera peut-être plus tard, mes passions pour la guérison, la médecine, la vie, enfin la vie quoi. Et donc ça prend beaucoup de temps. Et là, j'ai décidé hier soir de couper toutes sortes de stimulation d'écran extérieur, on va dire, d'écran, que ce soit ordinateur ou téléphone, à partir de 20h. Parce qu'après tout, qui travaille jusqu'à 20h à son bureau? Personne, mais qui travaille jusqu'à minuit, 1h du matin depuis 15 ans sur son ordinateur ou ses textes, tout ça, les comédiens, ou moi ou d'autres, ou plein d'artistes, ou plein de gens passionnés. Sauf qu'il y a un moment, on craque. Et j'en peux plus des burn-out, en fait. J'ai entendu une nouvelle étude qui dit que l'exposition répétée aux écrans après 23h, entre 23h et 4h du matin, baisse le taux d'adrénaline de façon durable. Donc c'est une bonne décision. Même bien avant 23h. Il faut au moins couper 3 heures avant de se coucher, ce que je ne faisais jamais. Donc on dort mal, on récupère mal, enfin voilà. Donc j'ai décidé ça. Et aussi, ça c'est rien, ça c'est le petit truc. Mais le lendemain matin, programme, que j'adore faire des programmes du matin. Et donc j'ai un programme maintenant très précis que j'avais mais qui était un peu moins précis, avec méditation Reiki, yoga, chant. Justement, je voulais enchaîner sur la méditation, donc c'est parfait. Vous avez travaillé récemment avec Terrence Malick, que vous avez décrit dans une interview comme en état de méditation permanente. C'est l'impression que j'ai eue. Que vous a-t-il appris sur l'art de raconter les histoires? Lui ne m'a rien appris, mais ses films, je veux dire, il m'a pas appris. J'ai une bonne relation avec lui, on a dîné ensemble, etc., avec sa femme, j'envoie des messages, tout va bien. C'est extraordinaire d'avoir une relation comme ça avec un maître du cinéma indépendant américain. Mais après, pour autant, ce que je pourrais dire qu'il m'a appris, c'est une générosité incroyable, parce dans la manière dont lui manage ses équipes. C'est que, je l'ai déjà raconté, mais c'est qu'en fait, il a depuis 20 ans, ou je ne sais pas combien d'années d'ailleurs, la même équipe au niveau des chefs de poste. Donc il a une sécurité dans la qualité du travail qui va être faite au niveau de chaque chef de poste. Et en dessous, tous les films, ménage, on ramène des jeunes. Ah oui. Qui démarrent leur carrière pour les former. Donc ça, c'est vraiment une générosité qui est... et un risque pris à chaque fois. Oui, parce qu'il n'est pas obligé en plus. Voilà, donc ça, c'est pas dans la manière de raconter les histoires, mais de raconter une histoire de générosité humaine. Et la méditation, vous en parliez. Quel a été votre premier contact avec la méditation? Est-ce que c'est quelque chose d'ancien chez vous? Je me souviens plus du premier contact, mais je sais très bien à partir de quel moment j'ai trouvé ma voie. De la même manière que quand j'ai fait 6 écoles et que la 6e c'était la bonne, un jour j'ai trouvé la simplicité et la facilité d'accès de la méditation védique ou transcendantale, donc védique qui remonte au Veda avec les mantras justement dont on parlait tout à l'heure. Voilà, avec des mantras tout simples qui font qu'on se met dans un état d'auto-hypnose immédiat et qu'il n'y a personne qui essaye cette technique sans y arriver du premier coup. Après, il y a des difficultés le long de la route, mais c'est autre chose. Mais on a tendance à nous mettre dans un état d'hypnose, d'auto-hypnose, on va dire, qui est totalement en pleine sécurité, et on se met comme derrière nos pensées en fait, et on est là dans un pareil, on se met dans cet état de réception. Et chaque mantra est personnel, c'est ça C'est selon les âges, mais ça a pas, en fait, ça évolue selon. Mais ça, on peut très bien aussi avoir envie d'un mantra neutre à un moment et choisir un mantra. Ça n'a pas beaucoup de. Enfin,
C'est plus C'est sur la important au début. répétition, la vibration. Oui, voilà. Ce qui est important, c'est juste de s'allouer ces 20 minutes, 2 fois par jour si on y arrive. J'arrive jamais à faire la deuxième fois, mais où simplement on se met en état de vibratoire, hein, encore une fois. Vous savez, quand vous dormez avec votre partenaire, un partenaire et un jour, ou n'importe qui vous ne l'entendez plus respirer pendant 3 minutes. On l'entend plus. On ne sait même plus s'il est là, si on ne regarde pas. Et après, on se remet à respirer, parfois malheureusement à ronfler. Et ben, en fait, cet état intermédiaire qui dure 3-4 minutes, il est très 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 rare. Et heureusement, on peut pas. Enfin, il n'est pas très rare, on le fait toutes les nuits. Simplement, c'est le moment où on tombe en sommeil très très profond. Et la méditation, en tout cas celle-ci, mais je pense les autres aussi, nous plonge là-dedans pendant tout le temps de la méditation. Moi, c'est drôle, j'ai une montre connectée, par exemple, qui n'est pas sur Wi-Fi, mais qui est juste en Bluetooth. Et elle mesure que quand je suis dans cet état méditatif, elle croit que je fais du sommeil profond. C'est génial. Incroyable. Ah bah oui, parce que là, j'ai la preuve, quoi. C'est pas... J'adore. Et le sommeil, c'est quelque chose justement auquel vous portez beaucoup d'attention. Oui, parce que ça fait 3 ans que je souffre d'insomnie, presque depuis le début en fait, du Covid, où je me suis pris une première tournée de Covid un peu violente et j'ai beaucoup fait d'insomnie, ce qui est un des effets secondaires aussi. Et ce qui est bien, c'est que maintenant j'en suis à ma 4e fois et que je ne le sens plus. Alors le virus a diminué aussi, mais c'est vrai que voilà. Et en fait, là, très récemment, je me remets à dormir grâce au Reiki. Voilà, bon après, c'est... Reiki, magnétisme, chamanisme, toutes ces choses-là sont un petit peu liées, mais en tout cas, c'est toujours l'art de se connecter à soi. Voilà. Et... Justement, dans une interview de 2020, vous parliez de... Les gens, ils vont penser que je suis complètement barrée. Hein. Mais c'est pas grave. On est là pour ça. Ok. Surtout avec la question suivante, où en 2020, vous parliez de votre recherche spirituelle sur la notion d'impermanence. J'ai dit ça, moi. Vous avez dit ça, j'ai les preuves. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez continué ou, bon, si vous vous en rappelez pas, ou qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, je sais plus du tout où et quand et pourquoi j'ai dit ça, mais en tout cas, l'impermanence, moi, c'est ce qui me permet sûrement de rester humble, ou d'essayer, parce que rien n'est jamais acquis, et que les problèmes aussi ne sont pas là pour rester ad vitam aeternam, et que voilà, ça m'évoque le fait que quoi qu'il arrive, ça va passer. Même le bonheur, il va passer, il va se transformer en autre chose. Peut-être encore plus de bonheur, peut-être un bonheur différent, peut-être un amour différent. En tout cas, j'essaye à chaque fois de me dire, et des épreuves, j'en ai eu beaucoup ces derniers temps. Et comme tout le monde, c'est pas comparable, on peut pas se comparer. Mais voilà, en tout cas, à chaque fois, je me dis que quoi qu'il arrive, c'est insupportable parfois de se le dire, mais ça, quand même, ça doit être parfait. Il doit y avoir quelque chose là-dedans de parfait. Je dois y apprendre quelque chose. Je ne l'ai pas encore vu. Je cherche. Voilà. Et si ça fait très très mal, ça va passer de toute façon. Ouais. Vous y avez quand même réfléchi sans le savoir. Quelles sont les principales idées fausses que l'on se fait de vous, Laetitia? Alors ça dépend ça dépend des interviews, parce que souvent on me dit « Oh là là, t'as l'air vachement sérieuse, alors que dans la vie, t'es hyper drôle. » Donc des fois, on se fait comme idée que je suis pas drôle. Puis après, on me voit passer à Fun Radio, puis on fait « Mais t'es vachement drôle. » Donc des fois, les gens projettent des choses là-dessus, sur le fait que je suis drôle ou pas drôle. Oui, par rapport au rôle, de toute façon, c'est les idées. Oui, parce que voilà, moi j'ai joué 1 ou 2 fois, 2 fois, je crois, des rôles... on peut dire drôle, et je m'amuse bien, donc c'est extrêmement difficile en plus de faire rire sur un plateau, je pense, parce que là, autant tout ce dont j'ai toujours parlé, etc., ça peut se faire sans rythme parce qu'on se laisse porter, autant le comique, c'est vraiment une histoire de rythme, et soit on le sent, soit on le sent pas. Après, ça s'apprend, mais c'est pas hyper facile. Il me semble que il y a vraiment quelque chose de... Mais pareil, c'est de la musique, hein. C'est tac tac tac. Totalement, c'est du rythme. C'est du rythme. Donc, vous avez participé, vous avez préfacé le livre Women, un livre photo d'Emmanuel Choucy. Y a-t-il d'autres projets auxquels vous avez participé, auxquels vous allez participer, dont vous voudriez parler, par exemple, dans tout ce qui est écologie? Oui, alors Women, c'était le cancer du sein, et je suis pas, comme je le répète tout le temps, je suis très sensible à la santé et surtout à la prévention, et voir comment on peut avoir un bon terrain pour éviter d'être malade et éviter de tomber dans tous ces terribles cancers. Et l'écologie en fait partie, en fait.
Parce que si on respirait moins de... Voilà. Enfin, Nous bon, qui bref. vivons à Paris. Heureusement, je n'apprends plus grand-chose à personne en disant ça, mais en tout cas, ça fait quand même bien... ça fait plus de 10 ans que j'ai rencontré des gens qui eux-mêmes me disaient « Mais depuis les années 70, on nous prend pour des fous, mais il faut nous écouter. » Et moi, on m'a longtemps pris pour une folle. Enfin, je veux dire, le nombre de fois où j'avais des amis, où je leur expliquais pourquoi il fallait manger bio et pourquoi c'était important de se battre pour que, oui, le champ bio n'est pas entouré de bio, mais plus il y aura de bio, moins il y aura de pesticides, etc. Et bon, pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence. En fait, je ne comprends pas pourquoi, quand on peut filtrer son eau, pourquoi on va boire de l'eau polluée. D'ailleurs, aujourd'hui, ces jours-ci, on nous rend... Exactement. puisqu'on se rend compte qu'il y a un pesticide et qu'il y a des milliers de pesticides à tester et qu'on en teste 170 en France. Donc, bon, en fait, on peut faire des choses. Alors moi, des fois, je me dis, ce que je peux maîtriser, je vais essayer de le purifier, je vais essayer de faire que ce soit bien. Ce que je ne peux pas, ma foi, j'accepte. Je ne veux pas marcher dans la rue. Je l'ai fait à une époque, j'avais des filtres dans le nez comme ça, des filtres en plastique pour le vélo en fait, qui avaient un filtre charbon. Il y avait 3 filtres différents. J'étais sûre de rien respirer de mauvais, mais en fait c'était insupportable. J'avais mal au nez tout le temps. Donc voilà, il faut quand même rester dans une certaine mesure. Voilà. Si je vous demande de penser à une ou plusieurs personnes qui ont réussi dans la vie, à qui pensez-vous et pourquoi évidemment? Ouh là là, c'est difficile ça. On peut y revenir plus tard. Hein. Je vais essayer. Des personnes qui ont réussi dans la vie. Je ne sais pas si on a réussi un jour. Même le Dalai Lama a ses failles. Tout le monde a ses failles. N'est-ce pas? Non, ma grand-mère peut-être. Mes grands-mères d'ailleurs. Mes grands-pères aussi. J'avais des grands-pères assez incroyables aussi. Parce qu'ils ont fait des choses pour les autres et qui sont heureux à titre personnel. Donc, mon grand-père français est allé pendant une dizaine d'années ouvrir un dispensaire en Afrique, en République centrafricaine, pour lutter contre la lèpre, contre 3 maladies. Je crois que c'était lèpre, choléra et j'ai oublié la 3e. Et il a formé énormément de gens et on retrouve jusqu'à aujourd'hui encore des lettres et des gens qui le remercient parce qu'il a formé ces gens-là en tant que médecin. Il leur a permis d'avoir un dispensaire. J'ai dit quoi, un fonctionnaire? Un dispensaire qui fonctionne. Et donc pour moi, il a passé 10 ans de sa vie à ça, il s'est dédié à ça, il est revenu, il a fait sa vie à lui. Mon Dieu, il a fait 7 enfants et qu'il a élevé dans la Loire, où il m'a donné naissance. Donc Voilà, c'est très bon pas exemple. mal. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné pour votre carrière, mais que vous n'avez pas suivi? Un jour, je suis arrivée à un rendez-vous avec un producteur. Je suis arrivée comme j'étais, c'est-à-dire avec un manteau en laine bouillie, plein de couleurs, à parler d'écologie, de ce qui me tenait à cœur. Et là, il m'a dit, non, mais à la fin du rendez-vous, il m'a dit, non, mais vraiment, en fait, tu fais peur là. Hein. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une comédienne sexy, viens en jean avec ta veste en cuir un peu serrée, un beau décolleté, et fais-nous rêver, quoi. Enfin, qu'on puisse projeter, en fait, sur toi un rôle. Mais la manière dont ça a été amené était un petit peu brutale. Et finalement, j'ai à la fois suivi et pas suivi le conseil, c'est-à-dire que au lieu d'amener cette personne-là en rendez-vous en tant que professionnelle, j'amenais une autre image qui était plus une toile blanche sur laquelle on pouvait projeter, effectivement. Mais dans mes actions et dans mes discours, je reste celle que je suis ou celle que je deviens parce que ça me tient trop à cœur, en fait. Heureusement. Quel livre avez-vous le plus offert ou le plus recommandé? Est-ce que vous êtes une grande lectrice? J'ai été une énorme lectrice à lire 5 livres en même temps. J'aimais bien laisser les personnages d'un côté et puis revenir, et savoir qu'ils m'attendent. Enfin bref, je m'imaginais des trucs. Mais quand j'ai plongé dans tout ce qui est guérison et justement quand une personne de ma famille a été malade, je suis vraiment rentrée là-dedans et je me suis donné comme mission d'attendre qu'on me demande, mais si on me demande, d'offrir le corps quantique de Deepak Chopra, qui a comme sous-titre l'incroyable pouvoir de guérison de votre cerveau sur votre corps et qui en fait simplement explique qu'à partir du moment où on prend conscience de ce qui nous arrive et d'où vient la maladie et pourquoi on l'a laissé s'installer, le cancer c'est pas un virus qu'on attrape dehors, c'est quelque chose qu'on crée à l'intérieur parce que le corps n'en peut plus, qu'à partir du moment où on l'écoute et on y répond,
et on y est très attentif, on a quand même beaucoup plus de chances d'aller vers la guérison, de l'aider en tout cas. Évidemment, ça se fait pas tout seul et ça se fait pas par 3 tisanes. Mais quand même, on a une capacité de création des maladies et une capacité aussi d'intégration et de guérison. Et ça m'a tellement passionnée que j'en ai un là, il est dans ma bibliothèque, neuf. Ça fait longtemps que j'en ai pas offert, ce qui est une bonne nouvelle. Et vous-même, est-ce que vous écrivez actuellement, vous écrivez toujours quelque chose, des romans, des poèmes Oui. Je soupire parce que je me demande si j'arriverai un jour à en faire quelque chose. Mais on m'a même proposé de sortir une espèce de roman comme ça, de blog comme ça qui s'appellerait au pluriel inachevé. Pas comme la chanson d'Orelsan, que j'aime beaucoup, mais des inachevés, quoi. Parce qu'en fait, je les finis pas. Donc c'est super, mais je trouve pas la fin. Et je me suis aussi rendu compte que j'écrivais beaucoup de choses très courtes. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, oh, mais c'est des chansons. J'avais pas vu. Donc j'ai transformé certains textes en chansons. Donc on va voir. Pour l'instant, le projet le plus accessible, même s'il me paraît déjà fou, c'est d'écrire des chansons pour lesquelles je pourrais illustrer ces chansons et éventuellement réaliser les clips comme je l'ai fait. Mais alors je l'ai vraiment fait avec 2 bouts de ficelle. Voilà, j'avais 1 000 € pour faire ce clip, alors autant vous dire que ça se voit pas, il est très bien. J'ai fait ça simple, mais peut-être, voilà, on va voir. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup Laetitia d'avoir pris le temps d'être là. Je rappelle qu'on peut vous trouver sur Instagram @LaetitiaEido. Ouais, principalement, parce que Twitter, bon, vraiment. D'accord. Je trouve qu'il y a... C'était pour être complet. Il y a moins de gentillesse que sur... C'est vrai. Merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu, si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mon dernier roman gratuitement et toutes les informations sur les prochains épisodes des Créateurs. Merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs.